Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée. Tout de suite, le sommaire de cette édition d'information. Le président de l'UFR affûte ses armes dans la perspective des législatives. Sidya Touré a animé le week-end dernier une réunion du parti au cours de laquelle il a notamment évoqué la question du processus électoral. Les échos, c'est dans cette édition. Célébration de la 64e journée internationale des droits de l'homme, c'était ce lundi une occasion pour les autorités et les ONG de défense des droits humains d'échanger sur les voies et moyens de promotion et de protection des droits de l'homme. Et puis, scène d'émeute à l'Institut des sciences de l'éducation de Guinée, des étudiants diplômés réclamant leur intégration à la fonction publique ont laissé éclater leur colère. Les responsables de l'établissement affichent quant à eux une certaine fermeté. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Politique tenue le week-end dernier de l'Assemblée générale de l'UFR, c'était au siège du parti à Matam. La situation sociopolitique du pays, le bilan du gouvernement actuel après 2 ans d'exercice du pouvoir ont été entre autres sujets abordés lors de cette rencontre par le président du parti. Les précisions avec Billy Nankomakondi. Militantes et militants de l'Union des forces républicaines, UFR, ont répondu massivement ce week-end à l'appel du président du parti. Il s'agissait pour Sidya Touré d'échanger avec sa base sur la situation sociopolitique du pays. Pour ce faire, le leader de l'UFR a commencé son intervention par faire le bilan de la gouvernance du professeur Alpha Condé après 2 ans d'exercice du pouvoir. En langue nationale soussou, Sidya Touré a estimé que le bilan est négatif avec l'insécurité croissante, le manque d'électricité, d'eau, d'informations sur l'utilisation des 700 millions de dollars américains payés à l'État par Rio Tinto. Aussi, le retard dans l'organisation des élections législatives avec la question de Waymark a été largement débattue par le numéro 1 de l'UFR. Waymark est une société privée. Nous avons besoin d'une société qualifiée pour venir organiser les élections. On n'a pas besoin d'une société qui va venir faire son apprentissage en Guinée avec nous. Donc Waymark, c'est un rejet catégorique. Nous n'en voulons pas. Waymark est arrivé en Guinée dans des conditions troubles et obscures. On ne sait pas qui a payé Waymark. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Mieux que cela, nous, l'OIF, le PNUD, on a tous constaté que c'était une société qui n'était pas suffisamment performante pour faire des élections. Autre question abordée au cours de cette rencontre, le CNT qui continue à jouer le rôle de l'Assemblée nationale. Il a ainsi dénoncé le laxisme dans lequel les conseillers de cette institution votent la loi des finances depuis plusieurs années en Guinée. La présidence de la République a les mêmes intérêts que le CNT. On a l'impression que personne ne veut d'une assemblée dans ce pays. Puisque je n'ai jamais vu dans un pays voter un budget à l'unanimité si ce n'est pas le CNT en Guinée ici, avec le régime qu'on a en place. Pourquoi voulez-vous que ce régime change le CNT par une assemblée où il va y avoir des discussions et des débats? Pour changer la situation, Sidya Touré a appelé ses militantes et militants à s'organiser pour la victoire lors des élections législatives. Cette assemblée générale a connu la présence de Baïdi Haribo comme pour dire que les 2 hommes évoluent désormais ensemble dans l'opposition. Sur un autre plan, clôture le week-end dernier à Conakry de l'atelier de formation des membres du comité régional technique de protection de l'enfant. C'était une initiative de la direction régionale des affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance. Les travaux ont permis aux participants de passer en revue des activités menées en 2012, mais aussi de mettre en place des membres du comité. C'est un reportage de Fanta Conté rendu en studio par Diao Bachir. Cet atelier de formation de 3 jours a permis aux participants venus des 5 communes de la capitale, du gouvernorat de la ville de Conakry et de la société civile de passer en revue les activités de l'année 2012 au comité technique régional de protection de l'enfant. Il a été aussi question d'outiller la quarantaine de participants aux notions liées à la protection de l'enfant contre certaines pratiques. Il s'agit entre autres des mutilations génitales féminines, les mariages forcés, les grossesses non désirées, bref, tout ce qui menace l'intégrité physique de la jeune fille. Je voudrais vous assurer de l'engagement de mon département et la disponibilité habituelle de mes ministres, jointe à la mienne, à rendre plus dynamiques nos relations, à soutenir vos activités positives en vue de mener ensemble
des actions concrètes et concertées pour redorer le blason de la femme et de l'enfant de Guinée. Les travaux de cet atelier ont débouché par des recommandations, notamment l'implication de tous les acteurs concernés par la problématique de la protection de l'enfant. Nous avons outillé le comité pour son fonctionnement, entre autres équipements, formation des membres, mise à disposition d'un fonds de fonctionnement du comité, convier les services de sécurité et de justice aux différents ateliers de formation, évaluation semestrielle du comité par l'organisation de la session. En présidant cet atelier, le directeur de cabinet du gouvernorat de la ville de Conakry a exhorté les participants à plus d'efforts pour mener à bien leur mission, celle de défendre les droits de l'enfant. L'atteinte de vos objectifs vous exhorte à beaucoup plus d'efforts au-delà de cet atelier. C'est un effort de suivi, un effort d'appui. Nous ne cesserons de vous exhorter à beaucoup plus d'efforts. La question de la femme et de l'enfant demeure une question centrale. Le chef de l'État a mis ces deux cibles au centre de ses préoccupations. À noter que cette rencontre a connu la participation du président du Parlement des enfants de Guinée qui n'a pas manqué d'apporter sa contribution à la bonne marche des travaux. Autre fait marquant de l'actualité dynamique de la lutte contre la corruption en Guinée, le rôle des parlementaires, tel est le thème retenu cette année par l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Ce thème a été largement épluché à la faveur d'un point de presse organisé à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la corruption. Il faut dire que la Guinée a été classée cette année par Transparency International 154e sur 174 pays jugés à leur niveau de corruption. Explication. La corruption est un phénomène social complexe qui touche tous les pays. Elle sape les institutions démocratiques, ralentit le développement économique et contribue à l'instabilité gouvernementale. Cette journée a été mise à profit par l'Agence nationale de lutte contre la corruption pour interpeller tous les acteurs contribuant au développement socio-politique du pays sur la nécessité de lutter contre ce fléau. Nous disons que nous avançons, nous avons des résultats et je voudrais en témoigner le classement de la Guinée par Transparency International. Nous avons évoluer sur plusieurs points. Ça veut dire que la lutte contre la corruption est en train de s'améliorer dans notre pays et nous devons nous engager à ce que médias, société civile, secteur privé, chacun apporte sa contribution pour que notre pays avance vers la transparence et la bonne gouvernance. Partenaire privilégié de cette agence, le secrétaire général chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Pour le colonel Moussa Keboro Kamara, la drogue et la corruption vont de pair. Il n'y a de secret pour personne que la Guinée a tant souffert. On n'a pas dit continuer à souffrir par ce fléau. La Guinée était considérée dans le temps comme plaque tournante de la drogue en Afrique de l'Ouest. Ça sous-entend de facto la Guinée était un pays corrompu. Parce que la drogue et la corruption vont de pair, sont deux fléaux indissociables. De mon côté, c'est difficile de lutter contre ces fléaux de ce genre qui sont des fléaux qui créent énormément d'argent. Dans un pays pauvre comme le nôtre, il faut vraiment attacher la ceinture. Il faut se mettre dans un esprit de sacrifice. Le thème choisi par l'Agence nationale de lutte contre la corruption, c'est la dynamique de la lutte contre la corruption en Guinée et le rôle des parlementaires. Ces deux volets ont été largement évoqués par les deux conférenciers. Nous luttons contre la corruption parce que la corruption est aujourd'hui considérée comme un crime grave qui affaiblit la société. Nous devons lutter contre la corruption parce que la corruption freine le développement social et économique et accroît la pauvreté en détournant les investissements nationaux et étrangers des secteurs où ils sont le plus nécessaires. Nous devons lutter contre la corruption parce qu'elle affaiblit le système éducatif et le système de santé, privant ainsi la population des composantes fondamentales d'une vie décente. Là où il y a des problèmes, c'est qu'il y a une faible dénonciation des cas de corruption. C'est nous qui sommes activistes dans la lutte contre la corruption. Nous devons pouvoir dénoncer les cas de corruption que nous vivons en longueur de journée. Le système judiciaire est un des maillons faibles également de la lutte contre la corruption. Au niveau de la passation des marchés publics, il y a encore des problèmes. L'assiette fiscale, on n'est pas encore complètement nettoyé. Les taxes douanières
il y a encore certaines fuites à ce niveau-là. Le PNUD appuie les médias dans la lutte contre la corruption à travers des ateliers de renforcement des capacités et de promotion de la bonne gouvernance. Cette institution s'est réjouie de cette mobilisation contre ce fléau qui entraîne des pertes économiques considérables et préjudiciables au développement d'un pays. Et à propos de la corruption dans l'administration publique, le Haut Commissariat à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration s'est voulu précis quant aux statistiques concernant les fonctionnaires guinéens. L'un des responsables de cette structure étatique s'est prononcé. Je vous propose d'écouter Wilkinson au micro d'Ela Joubarbari. Il y a 1050 personnes décédées payées et c'est des chiffres qui ne sont pas inventés. Ce sont des données qui ont été remontées par les directeurs des ressources humaines des administrations et des régions au cours d'un atelier qu'on a organisé au Palais du Peuple. Ces documents ont été fournis à l'attention de M. le Haut-Commissaire. Les cadres ont travaillé dessus et avec le croisement des fichiers, on a retrouvé qu'il y avait au moins 1050 personnes qui étaient décédées et qui continuaient à percevoir l'argent dans le dos de l'État. Au niveau de notre institution, il y a 7 projets qui ont été créés. Il y a le projet assainissement des fichiers des ambassades, il y a le projet assainissement des fichiers des pensions, assainissement des fichiers de la fonction publique, c'est-à-dire le personnel administratif. Il y a aussi assainissement des fichiers d'autres organes. Donc ce n'est pas des chiffres exhaustifs, mais c'est pour le moment, en attendant, c'est des données qui sont disponibles auprès de cette institution pour des fins de traitement. Et dans la foulée de ce point de presse, une remise de manuel pédagogique de lutte contre la corruption a eu lieu au collège Koléa. C'est un geste de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Omar Richela Fofana y était. Voici son reportage. Vive la journée mondiale! Vive la journée mondiale! Vive la journée mondiale de lutte contre la corruption! Vive la journée mondiale de lutte contre la corruption! Je vous remercie. C'est dans le souci de combattre la corruption à la base que l'Agence nationale de lutte contre la corruption a décidé d'offrir des manuels pédagogiques au collège Koléa. Ces manuels devraient permettre aux professeurs de mieux informer les élèves sur les méfaits de la corruption. Le milieu scolaire est le cadre fêtière de citoyens de demain qui pourrait produire, car l'homme bien formé peut transformer le désert en terre arable. Comme nous savons que la corruption gangrène le système d'éducation, fausse la récompense du mérite et l'égalité des chances, nous nous sommes dit qu'il faut venir s'aimer la graine dans une école et surtout un collège pour montrer aux enfants combien de fois la corruption est néfaste, mais combien de fois il est important de lutter contre ce phénomène dans ce milieu qui va former nos enfants de demain capables de compétir avec le monde. Le collège Koléa, par la voix de son principal, a remercié l'initiative de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et s'est engagé à lutter contre ce fléau qui gangrène notre société. Nous sommes très contents, très satisfaits que nous soyons choisis pour ce don. Le collège Koléa, au nom de tous les élèves du collège Koléa et des professeurs, nous disons merci à cette délégation. Et cet outil pédagogique ira tout droit aux bénéficiaires. Pour le directeur exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, la remise de ces manuels au collège n'est pas fortuite. Il estime que c'est à la base que la corruption peut être vaincue. Il invite aussi les parents d'élèves à mieux encadrer leurs enfants pour ne pas être obligés de soudoyer les professeurs. Nous avons choisi Koléa à cause de la proximité du centre de conférence. Et c'est une stratégie que nous lançons maintenant en impliquant les scolaires eux-mêmes dans cette lutte contre la corruption, dans cette dynamique de lutte contre la corruption. Je demande aux parents d'élèves beaucoup de conscience et de responsabilité. L'éducation commence à la maison d'abord. Si ton enfant est bien éduqué, il peut compétir dehors. Les élèves bénéficiaires de ces manuels ont manifesté leur joie et ont promis de lutter contre la corruption. Pour sa part, l'Agence nationale de lutte contre la corruption s'est engagée à distribuer des manuels pédagogiques à toutes les écoles de la capitale, voire celles de l'intérieur du pays. D'une journée à une autre, commémoration ce lundi du 64e anniversaire de la Journée internationale des droits de l'homme. Cette journée est célébrée cette année sous le thème l'inclusion et le droit de participer à la vie publique. Ma voix compte en Guinée. C'est le palais du peuple qui a abrité les festivités en présence du ministre des droits de l'homme et des libertés publiques, Mamadi Kamisoko. Des milliers de jeunes filles et garçons privés de leurs droits élémentaires, des femmes faiblement représentées dans les instances de prise de décision ou encore des crimes graves impunis à travers le monde, les Nations Unies n'en veulent plus. Elles ont relancé ce 10 décembre le débat sur la situation des droits de l'homme. L'idéal défendu cette année est l'inclusion et le droit de participer à la vie publique. Ma voix compte.
Elles sont nombreuses dans une multitude de pays à faire savoir qu'elles en ont assez de voir leurs dirigeants les traiter avec mépris et ignorer leurs besoins, leurs ambitions, leurs craintes et leurs souhaits. En réalité, elles ne font que réclamer ce qui, en droit international, leur revient légitimement depuis plus de 60 ans. Tout le monde a le droit de se faire entendre et d'influencer les décisions qui ont un impact sur la société à laquelle il appartient. Ce droit est consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme et intégré dans le droit international, dont en particulier l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En Guinée, les organisateurs notent quelques avancées significatives, notamment la réforme du secteur de la défense et de sécurité en cours, la création d'un département de protection des droits humains et la mise en place d'une commission provisoire de réconciliation nationale. Toutefois, les ONG de défense des droits de l'homme s'interrogent sur le phénomène de l'insécurité à Conakry et environ. Et en plus d'une garantie de justice pour les nombreuses victimes, elles sollicitent l'introduction des cours de droits de l'homme dans le système éducatif. Nous sommes convaincus que le faible taux d'enseignement ou d'assimilation des cours des droits de l'homme est à la base de la méconnaissance des droits de l'homme par la plupart des élèves et étudiants, actuels et futurs citoyens de la vie de notre nation. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel au gouvernement guinéen, aux ONG de défense des droits de l'homme, aux institutions nationales et internationales de favoriser l'intégration des cours des droits de l'homme dans l'ensemble du système éducatif en Guinée. Nous constatons avec regret la montée inquiétante de l'insécurité dans tout le pays qui se traduit par des assassinats crapuleux, des kidnappings, des attaques à main armée, etc. Il faut la volonté politique réelle au sommet de l'État. Volonté politique qui se manifeste par des actes concrets dans tous les domaines, aussi bien au niveau de la législation que de la justice, de la sécurité et de l'administration du pays. Pour donc rendre effectives les recommandations formulées, le ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques veut compter sur l'implication de tous les acteurs de la vie guinéenne. Au regard de notre histoire, des épreuves sociopolitiques et économiques auxquelles il a été souvent confronté, notre pays, la tâche légitime et indispensable pour la promotion et la protection des droits humains sera périlleuse et difficile. Mais l'espoir est permis. Le rêve est autorisé. Nous le pouvons, nous le devons, à condition que chaque citoyen, que chaque Guinéen, là où il se trouve, place le souci des droits humains au cœur de ses faits et gestes. Cette journée du 10 décembre est une occasion pour les Nations Unies d'interpeller les dirigeants du monde à accorder un droit égal à tous les êtres humains. Justice, la famille judiciaire guinéenne est en deuil. Le greffier de la cour d'appel de Conakry est décédé ce lundi à l'ouverture des assises. Seydouba Silla a piqué une crise au cours de l'audience alors qu'il faisait lecture de l'arrêt de renvoi du premier dossier, le temps de le transporter vers un centre hospitalier. Il a rendu l'âme en cours de route. Les explications dans ce récit signé Mfali Gilavougi. Événement funeste lors des assises de la justice. Ce lundi, le greffier de la cour d'appel de Conakry est mort au cours de la première audience. Seydouba Silla a piqué une crise pendant le procès alors qu'il lisait l'arrêt de renvoi du premier dossier des assises de la justice. Il a buté sur certains mots de l'arrêt avant de s'écrouler. Transporté d'urgence à l'hôpital Ignace Dine par les gardes pénitentiaires, Seydouba Silla a rendu l'âme en cours de route. Le premier dossier qui a été appelé, le président a demandé au greffier en chef de lire l'arrêt de renvoi. Et c'est dans la lecture de cet arrêt de renvoi-là que monsieur le greffier a eu des malaises. Au vu aussi de tout le monde. Et moi, personnellement, j'ai pensé qu'il y avait un mot qui était certainement mal écrit et qu'il butait sur la lecture. On l'a vu s'effondrer petit à petit. On a été tous surpris de nous dire que monsieur Seydouba a rendu l'âme. C'est regrettable et ce qui fait même que tous les travaux de la Cour ont été suspendus pour qu'on puisse d'abord cesser les larmes. La mort du greffier de la Cour d'appel de Conakry
au cours de l'audience, a interrompu la tenue des assises. Les magistrats, avocats et parents des prévenus se sont rendus à la morgue de l'hôpital Ignace Digne. Ils sont massivement venus compatir au décès du greffier. Certains responsables de la cour d'appel avouent que Seydouba Sylla était pourtant sain et sauf. Ce matin, les assises devaient s'ouvrir sur un dossier. Donc il est venu me demander expressement de le laisser monter pour l'audience de ce matin. C'est ce qui fut fait. Tout ce qui doit être fait pour qu'une audience se tienne, je l'ai mis à sa disposition. Et il est monté à l'audience. J'étais au bureau, on m'appelle qu'il est tombé. De la cour d'appel à l'hôpital, il n'a pas remis un doigt. Quand on l'a déposé au service d'urgence, ils nous ont déclaré qu'on a déposé plutôt un corps qu'un malade. Non, il ne m'a fait aucune déclaration comme pour dire qu'il est malade. Aucune. Les assises ont été renvoyées sine die. Rien ne va plus à l'ISEG, Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Des étudiants diplômés de cet institut ont déclenché depuis la semaine dernière un mouvement de débrayage. Ils exigent ni plus ni moins leur intégration à la fonction publique. Quelques échauffourées ont éclaté ce lundi entre forces de l'ordre et étudiants devant la rentrée de l'établissement. Conséquence, certains étudiants protestataires ont été interpellés. Fanta Conté. Depuis sa création en 1979, l'École normale supérieure de Manéa, baptisée en 1991 l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, tous les étudiants sortant de cette institution d'enseignement supérieur ont été directement intégrés à la fonction publique. Ce conformément à la loi 028 du 31 décembre 2001 relative à la création et au fonctionnement de l'ISEG. Mais depuis 2010, tel n'est pas le cas, d'où les vagues de protestation des étudiants diplômés des deux dernières promotions. Nous avons adressé au Premier ministre, une lettre d'information sur la situation des diplômés de l'ISEG. Il n'y a pas eu de réponse, cela n'a pas donné. Donc le 27 septembre, nous avons manifesté. Et lorsque nous avons manifesté, une commission a été mise en place au niveau de la primature. Et cette commission-là s'est dotée des prérogatives de suivre désormais la situation pour qu'il y ait de l'issue favorable. Mais jusque-là, nous trouvons que ce n'est qu'une manière de nous faire prendre du temps, mais en réalité, la solution est loin d'être trouvée. Selon la direction de l'ISEG, la loi prévoyant l'engagement des étudiants diplômés a subi des amendements au fil des années. Et habituellement, l'État n'accorde que 800 places, alors qu'il y a plus de 1000 étudiants diplômés qui attendent d'être embauchés à la fonction publique. Lorsque le nombre de diplômés est inférieur au nombre de postes à pourvoir, les sortants de l'ISEG et les ENI peuvent être recrutés sur titre. Mais lorsque le nombre de diplômés est supérieur au nombre de postes à pourvoir, il faut un concours pour les départager. Au cas où on nous demandait justement de faire un concours, notre première proposition serait de prendre les 800 premiers, parce que justement, la disponibilité de préuniversitaires, c'est 800 environ, qu'ils ont comme place disponible, par rapport à 1260 environ que nous, on a sortis pendant les 2 années-là. Pour ces étudiants diplômés, le concours n'est qu'un prétexte pour les mettre à l'écart. Ils sollicitent l'implication du chef de l'État. L'année dernière, ils ont engagé 3400 enseignants à la fonction publique qui n'ont pas passé un concours. Et nous, on était là à 628 à attendre pour être engagés à la fonction publique. On ne nous a pas pris. Donc, qu'est-ce que les gens veulent maintenant que nous fassions pour que nous soyons engagés? C'est un procès qui est au pouvoir. Nous voudrions bien qu'il ait un regard sur la situation des gens qui sont formés et qui ont les mêmes dénominations qu'il a aujourd'hui. Ce mouvement de débrayage a entraîné la perturbation des cours à l'ISEG. Le directeur général de cette institution est catégorique. Les programmes vont suivre leurs cours normaux, tant pis pour les étudiants protestataires. À l'heure là, de la première année jusqu'à la 4e année, aucun étudiant n'est en classe. Ils disent par esprit de solidarité. Comme si l'ISEG était en quelque sorte pris en otage pour régulariser leurs problèmes. Le calendrier suit son chemin. Si le cours qui doit être dispensé aujourd'hui, s'il n'est pas dispensé, il faut décaler les autres cours jusqu'en fin d'année. A signaler que des échauffourées ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre qui étaient postés aux alentours de l'ISEG. Bilan, plusieurs manifestants arrêtés, dont le président de la commission de suivi de la situation des diplômés de cette institution.
L'ex-directrice nationale du Trésor public assassinée le 9 novembre dernier à Conakry immortalisée, la deuxième promotion du système LMD de l'université Mahatma Gandhi a été baptisée le week-end dernier promotion Aïssatou Boirou, tout un symbole. C'était à la faveur d'une cérémonie de remise de diplôme de fin de cycle. Plusieurs personnalités de haut rang étaient de la partie Mamadi Kamisoko compte rendu. Vous porterez désormais le nom illustre Aïssatou Boirou assassiné. C'est le moment historique et émotionnel des festivités de fin de cycle de la deuxième promotion du système LMD de l'université Mahatma Gandhi. Pour la première fois, après son assassinat le 9 novembre dernier, une promotion sortante est baptisée Aïssatou Boirou, ancienne directrice nationale du Trésor public. Dans un lot de 549 étudiants concernés, seulement 254 d'entre eux ont bénéficié leur diplôme de fin d'études. Le reste doit se recycler pour valider les matières restantes comme le recommande le système licence master doctorat. Nous sommes conscients que nous célébrons notre sortie dans un contexte socio-économique difficile, tant au niveau international que national. Cela nous interpelle à plus d'un titre. S'agissant de notre parcours universitaire, nous témoignons ici plus fort qu'ailleurs que l'éducation, la discipline observée et la formation obtenue, ainsi que les séminaires et les stages de formation décrochés dans l'administration publique ou dans les entreprises privées sont des preuves suffisantes que nous sommes prêts pour répondre aux besoins et exigences du marché de l'emploi. Parmi les étudiants bénéficiaires, 4 se sont distingués et ont retenu l'attention de l'encadrement. C'est pourquoi, en plus de leur diplôme, ils reçoivent des palmes académiques pour l'étudiant. Pour le fondateur de l'université Mahatma Gandhi et le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette journée marque le début d'une nouvelle vie. Nous avons beaucoup de choses à faire après aujourd'hui. Vous n'avez fait qu'un pas en quittant l'université. Mais je vous conseille, et si nous ne finirons jamais de parfaire nos activités d'enseignement. Étant convaincus du potentiel des jeunes, nous estimons que la formation des jeunes doit être au cœur de nos préoccupations pour avoir une relève sûre, capable d'amorcer un élan de développement de notre pays. Les sortants des 3 facultés des sciences juridiques et politiques, de l'économie, gestion et des lettres et sciences humaines ont pour parrain la promotion Mao regroupant d'éminents cadres guinéens. Je note avec espoir que la promotion que vous constituez et dont on apprécie à juste titre la qualité de la formation saura, comme nous le souhaitons, jouer le rôle qui est le sien dans le développement économique du pays. Vous pouvez à cet égard compter sur les conseils, les suggestions et éventuellement l'encadrement souhaité. Plusieurs autres activités étaient au cœur des festivités, notamment le carnaval et des prestations artistiques. Dans le même registre, 127 étudiants de l'université privée Avicenne ont officiellement reçu leur diplôme de fin d'études. C'était samedi dernier en présence notamment des responsables du département de l'enseignement supérieur. Le fondateur de Avicenne a, pour la circonstance, promis d'accompagner les nouveaux diplômés dans la recherche du premier emploi. Ben Omar Silla pour plus de précisions. Créée en 2008, l'université Avicenne compte aujourd'hui plus de 100 étudiants évoluant dans plusieurs filières du système LMD. Cette année, elle déverse sur le marché de l'emploi 127 étudiants diplômés, c'est-à-dire ses 2 premières promotions. Et pour la circonstance, une grande fête rythmée par le djembé de la troupe Fatala a été organisée et les étudiants ont pu recevoir officiellement leur diplôme de fin d'études. La cérémonie a mobilisé quelques fondateurs et directeurs généraux des universités privées de Conakry, cadres du département de l'enseignement supérieur, corps professoral, étudiants et parents. Le fondateur a tout d'abord dans son discours félicité les étudiants pour leur abnégation avant de promettre de les accompagner dans la recherche de leur premier emploi. Notre université a une tradition d'exigence et d'excellence pour décerner ses diplômes. Quelques-uns de vos camarades ont abandonné en chemin, ce qui renforce votre mérite et démontre votre endurance et votre courage. Vous pouvez être fiers de vos diplômes et de la formation de qualité que vous avez reçue tout le long de votre cursus. Désormais, le monde du travail vous attend avec ses exigences et ses réalités.
Les étudiants, quant à eux, ont souligné la qualité de la formation qu'ils ont reçue durant le cycle à l'université Avicenne. Nous pouvons être fiers de nos diplômes et de la qualité de l'enseignement que nous avons reçu dans cette université d'excellence. Croyez-nous, nous vous en serons très reconnaissants et certifions que notre réussite est due à une grande partie aux efforts colossaux que vous nous avez déployés sur le plan académique. Présents à la cérémonie, les responsables du système éducatif guinéen ont demandé aux nouveaux diplômés de s'intéresser à l'enseignement, un domaine laissé pour compte dans le pays. Les étudiants sont les meilleurs évaluateurs. Nous avons un déficit de professeurs à l'enseignement supérieur dans 5 ans. Si vous ne venez pas aider nos universités, nous n'aurons pas d'enseignants dans nos universités. Dans sa perspective de promotion de l'emploi, l'université Avicenne compte proposer aux entreprises guinéennes des séminaires et formations qui permettront aux employés de s'adapter aux différents métiers qu'ils auront à exercer durant leur carrière professionnelle. Ces formations de haut niveau concerneront toutes les filières qui sont proposées actuellement au sein de l'université Avicenne, à savoir les sciences juridiques et politiques, les sciences économiques, les sciences de gestion, les techniques comptables et financières, l'informatique et les télécommunications. Compte tenu de la rapidité avec laquelle évoluent les nouvelles technologies de l'information et de la communication, j'ai mis un accent particulier sur les formations post-universitaires de haut niveau en informatique et en télécom. Les produits cibles seront essentiellement ceux de Microsoft, d'Oracle et de Citrix, entre autres. Ces deux promotions portent désormais les noms d'Elhaj Fodé Bangoura, conseiller à la présidence de la République, et Elhaj Ibrahima Sorissouma, ancien ministre de l'Éducation. Volet santé de cette édition, la cérémonie d'ouverture des 9e conférences scientifiques de la FESPAO Conakry 2012, entendée Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest, a eu lieu ce lundi dans la salle des fêtes de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, organisée par le CESFAM, Cercle scientifique stomatopharmacie médecine. L'ouverture des travaux de cette rencontre a été présidée par la première dame de la République, Assatouna Diallo. 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal, le Togo, ont répondu présents aux 9e conférence de la FESPAO Conakry 2012. Du 10 au 16 de ce mois, des étudiants en pharmacie de ces 7 pays vont participer à des conférences organisées à cette occasion et aussi échanger autour des problèmes liés au secteur pharmaceutique pour le développement sanitaire. Les thèmes fédérateurs des présentes conférences, à savoir enjeux et perspectives du secteur pharmaceutique dans l'espace ouest africain, valorisation des plantes médicinales dans l'espace ouest africain, contribution de la phytothérapie, indiquent à juste valeur toute l'importance que revêtent les assises de Conakry. Après le Bénin, le choix s'est porté sur la Guinée pour l'organisation des assises de la FESPAO. À cet effet, le CESFAM s'est battu auprès des autorités à tous les niveaux pour la réussite des 9e conférences Conakry 2012. Pour la réalisation des présentes assises, les difficultés n'ont pas manqué. D'autres n'y croyaient plus. Mais le comité national d'organisation a relevé le défi avec honneur et dignité en si peu de temps. Le président de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest s'est réjoui de l'accueil dont les différentes délégations ont bénéficié. Le secteur pharmaceutique peut et a un rôle très important à jouer dans le cadre de l'émergence de notre continent. Le poids de ce secteur et sa place dans le système sanitaire exigent qu'il lui soit accordé une plus grande importance dans les politiques étatiques. Selon la première dame de la République, les objectifs de la FESPAO cadrent parfaitement avec les stratégies de développement sanitaire de la Fondation Djenekaba Kondé. J'ai accepté d'honorer de ma présence cette importante cérémonie pour la simple raison que nos objectifs cadrent parfaitement avec ceux de la Fondation. Tous ont un but final qui est l'amélioration des conditions de santé de nos populations. Les conférences qui vont s'étendre sur 6 jours seront animées par d'éminents professeurs. Les étudiants de la faculté de médecine pharmacie vont assister aux assises pour faire avancer le secteur pharmaceutique en Afrique de l'Ouest. Direction à l'intérieur du pays à Dubreka, 2 cas d'accident de la circulation survenus tôt ce lundi matin sur le tronçon Dubreka-Ville-Tanene-Bouramaya ont entraîné la mort d'une personne ainsi que des blessés graves. La défectuosité des pneus et l'excès de vitesse seraient à l'origine de cette situation d'infortune. Les précisions avec notre correspondant Ansouman à Kumbasa.
Le premier cas d'accident s'est produit à 6 heures du matin et c'est une Pajero Mitsubishi RT 2969 reconvertie en taxi. À bord, 6 personnes qui quittaient Kolia Lambagni dans Bofa pour la capitale Conakry. Arrivé au niveau de Djoumaya, à l'entrée de la commune urbaine de Dubreka, l'un des pneus de devant pète et dans un virage, le chauffeur Mohamed Kamara perd le contrôle et se retrouve dans les ravins. Bilan, une femme marchande nommée Nyama Gabi, âgée de 40 ans, domiciliée à Bessia, est morte sur le champ. 3 blessés graves et 2 blessés légers. Le deuxième cas d'accident s'est produit à 7 heures, toujours ce lundi, et sur le même axe routier Dubreka-Ville, Tanene-Bouramaya. Cette fois-ci, c'est une camionnette remplie d'orange en provenance de la commune rurale de Badi pour Conakry, conduite par Mamadou Ali Oubari qui était en excès de vitesse avant de perdre le contrôle face à 2 motards et un véhicule qui venait en sens inverse. Avec un mauvais contrôle, cette camionnette se renversera dans les ravins. Heureusement, pas eu de mort, mais 3 blessés graves et 2 légers sur les 5 passagers qui étaient à bord. Rappelez que la défectuosité des pneus et l'excès de vitesse seraient à l'origine de ces 2 accidents de la circulation. Restons à l'intérieur du pays pour dire que les manifestations et contre-manifestations ont été organisées à Diekedougou pour le départ du préfet, la perspective de la célébration au fleuve Makona de la fête de fin d'année par les jeunes soumises au paiement d'une caution serait à l'origine de cette situation. Pour plus de précisions, je vous propose d'écouter un habitant de la localité que nous avons pu joindre juste avant ce journal. Suivez. Cette année, le préfet ne voudrait pas que les gens partent là-bas sans prendre des tickets. Donc, avant-hier, les hommes se sont mobilisés avec les femmes. Ils n'ont pas pu voir le préfet, mais ils n'ont pas eu la chance de le rencontrer. Mais il y a eu quand même des délégations qui sont parties. Ils ont dit vraiment, au-delà depuis des siècles, nous faisons là-bas, on n'a pas, personne ne nous a donné de l'argent. Sauf cette année, pour cultiver, nous ont posé le problème d'argent. Après l'intervention de ces derniers groupes, il y a eu maintenant de l'injure. Et les enfants qui sont très impolis. Automatiquement, c'est ça qui a énervé les gens, il y a eu des soulèvements. Ils ont sorti avec le but que le préfet doit se promener, aller jusqu'à la résidence de fait, à la mairie. Maintenant, hier encore, il y a eu des contre-manifestants. Ils ont sorti encore que le préfet doit rester. Et aussi, ils ont sorti avec des tam-tams. Mais aujourd'hui encore, c'était pur parce qu'il n'y a pas eu de marché. La ville est paralysée. Tout le monde est chez nous. Donc, il y a eu même des renforts, des gendarmeries, des bureaux courriers, des matantans pour l'intervention. Maintenant, la population se sont révoltées pour aller vers la résidence du préfet. Mais la gendarmerie les a assuré que le préfet n'est pas là depuis hier. Il est parti. Donc, quand même, jusqu'à présent, les gens sont dans les rues. Rien ne bouge présentement. À présent, place à la rubrique L'invité du journal Alpha Omar Bari reçoit Dr Benko Mamadi Touré, président de la commission sélection et orientation des bacheliers, session 2012. Au menu de l'entretien, les critères d'orientation des nouveaux bacheliers. Monsieur, c'est à vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la rubrique L'invité du journal. Alors spécialement aujourd'hui, on va parler éducation, notamment la sélection et l'orientation des bacheliers session 2012. Alors pour en parler, je reçois sur ce plateau Dr Benko Mamadi Touré. Monsieur Benko Mamadi Touré est le président de la commission de sélection et d'orientation des bacheliers session 2012. Bonsoir docteur. Bonsoir, M. Barry. Et merci d'être sur ce plateau. À moi de vous remercier. Alors, la toute première question que je vais vous poser, docteur, parlez-nous un peu du déroulement de la sélection d'orientation. Merci, M. Barry. La sélection-orientation des bacheliers de la session 2012 a commencé la semaine qui a suivi la proclamation des résultats du baccalauréat. Et concrètement, le remplissage des fiches dans les centres de sélection au nombre de 10 sur toute l'étendue du territoire a commencé le 4 octobre pour prendre fin le 7 octobre, inclusivement. Cette sélection-orientation a concerné tous les bacheliers non encore inscrits dans nos institutions d'enseignement supérieur des sessions 2010-2011 et les 27 000 2012.
Globalement, ils se sont tous présentés. Il y a eu 27 081 candidats. Et si je dois ramasser le profil arabe expérimental, 32 candidats, arabe social 721, sciences expérimentales 3194, sciences mathématiques 6551, sciences sociales 16 983. Le total fait 27 081 candidats. Alors, docteur, on sait que tout n'a pas été rose. Hein? Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette sélection? Tout n'a pas été rose, c'est comme si vous étiez avec nous d'un bout à l'autre. Nous avons eu assez de difficultés pour caser ces jeunes parce que 2 tiers de l'effectif total proviennent du profil sciences sociales. Et nos universités n'ont pas assez de capacité pour prendre tous ces bacheliers. Donc il y a eu assez de gymnastique pour pouvoir caser chacun au moins à un de ses choix. Et ce qui est lamentable dedans, c'est que les enfants sont en train de fuir les carrières scientifiques et techniques. Et ça, il faut que chacun de nous fasse un effort pour aider les ministères en charge de l'éducation pour renverser cette tendance. Docteur, qu'est-ce qui justifie un peu cette fuite des bacheliers? Bon, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord la famille. Et ceux qui échouent aussi le plus souvent dans les séries mathématiques et expérimentales, l'année suivante, ils changent pour aller en série sciences sociales. Donc si on faisait un peu d'effort à ce niveau et encourager les enfants, peut-être par des cours de révision, en tout cas, il faut quelque chose. Il faut un apport de la part d'abord des éducateurs pour amener ces jeunes vers ces filières. Est-ce que les parents ont un rôle à jouer dans ce cadre-là? Tout à fait. Les parents pèsent plus de 50%. Parce que le plus souvent, les enfants font les études de leurs parents, ce qui est regrettable. Moi, je n'ai pas pu faire telle carrière, il faut que mon enfant fasse ça, et ça dérange un peu. Ce qui veut dire que l'enfant n'est pas prédisposé, mais il fait les études de ses parents. Ce qui veut dire que les parents influencent un peu les étudiants dans leur choix. Beaucoup même, pas un peu, beaucoup. Dernière question, docteur. Quelles sont les statistiques qu'on peut tirer de cette sélection d'orientation? Globalement, sur les 27 081, il y a 26 668 qui se sont présentés. Ils ont été tous sélectionnés et nous avons procédé à la publication des résultats. Un communiqué de M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a sanctionné nos travaux, qui a invité tous les admis ou tous les sélectionnés ou les orientés à la date du 1er décembre pour le démarrage des cours à 8 heures, ce qui a été effectif par endroit. Merci docteur pour avoir accepté de répondre à mes questions. À moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette rubrique L'invité du journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme à notre compagnie. Merci Alpha Oumar Barry, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez suivre Évasion Guinée partout à Conakry sur la 727.25 MHz ou sur notre site internet www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.